Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette interview qui va nous permettre de découvrir davantage les acteurs qui contribuent au dynamisme du collège juridique en les invitant à partager leur expertise sur des sujets d'actualité pertinents. Bonjour professeur Akanji Combé, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, j'espère que vous aussi. Super, ça va très bien. On est très heureux de vous avoir dans cette émission-là. Vous êtes professeur de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes aussi un citoyen très engagé, notamment vous êtes le coordinateur international du G16, une coalition en Centrafrique, c'est le groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution. Pour commencer l'interview, je vais juste vous poser une petite question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours et vos multiples engagements? Je suis né en République centrafricaine, pas dans la capitale, à 500 km de la capitale, c'est important. Et j'ai fait mes premiers pas, y compris à l'université à Bangui, jusqu'à la licence en droit. Bangui, c'est la capitale de la République centrafricaine. Et par la suite, j'ai dû émigrer, puisque nous n'avions pas de maîtrise à ce moment-là, pas de quatrième année. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé en France. J'ai fait un master, une thèse, j'ai soutenu une thèse. Sur quel sujet la thèse? Sur la politique extérieure de la communauté européenne en matière de droits de l'homme. Okay. Donc une thèse de droit et de politique européenne. On y reviendra peut-être, parce que ça peut intéresser les étudiants et les jeunes qui envisagent ce genre de parcours. À la suite de quoi, pour faire bref, pour faire court, je me suis présenté au concours de la maîtrise de conférences en France. J'ai été maître de conférence à l'université de Caen, et puis j'ai passé le concours d'agrégation, devenu professeur, retourné à Caen, professeur à Caen, et j'ai été appelé à Paris 1 en 2011, et depuis lors je suis professeur à Paris 1. Bon, dans l'université, il me plaît toujours de dire que au-delà du titre, nous avons des fonctions à remplir. Et nous avons la passion du métier, c'est qu'il y a plusieurs choses, plusieurs fonctions dans une. Nous sommes enseignants, nous enseignons, nous sommes aussi chercheurs, nous sommes enseignants-chercheurs. Et ce que peu de gens savent, c'est que nous avons également des missions administratives. Et ces missions administratives-là sont importantes pour l'université parce que l'idée fondamentale, c'est que l'université est gérée par les universitaires pour avoir une adéquation de vue, une adéquation de vue, et puis pour avoir un dynamisme propre à l'institution qui ne soit pas seulement une dynamique technicienne. Et à ce titre-là, et par passion moi-même, j'ai assumé plusieurs fonctions successivement. J'ai été vice-président de l'université, j'ai été doyen de la faculté de droit à Caen, à Paris 1, j'ai dirigé un master, une équipe de recherche, assez curieusement de droit social. Je suis professeur de droit public, mais j'ai dirigé plutôt l'équipe de recherche de droit du travail et de la protection sociale parce que c'est une des dimensions de ma recherche universitaire. Et puis j'ai contribué également à la restructuration d'une institution qui est très très importante à mes yeux, qui donne une dimension de l'université qui est importante à mes yeux. C'est Formation continue Panthéon-Sorbonne, c'est l'Institut de formation continue de Paris 1. La formation continue est une des missions de l'université qui permet de relier l'université à la société et au monde professionnel, parce qu'il s'agit de former des professionnels. C'est au titre de la formation continue, il y a différents dispositifs pour cela. Et Paris 1, l'enjeu était de faire en sorte que cet institut de Paris 1 soit à la hauteur de la réputation de Paris 1 et soit à la hauteur aussi des défis de Paris 1 vis-à-vis du monde professionnel. Donc ça, voilà un peu le parcours universitaire qui s'est accompagné tout le long
d'un parcours d'engagement personnel, d'engagement citoyen. Chez moi, les deux ne sont pas nécessairement séparés parce que l'engagement citoyen est source d'un certain nombre de convictions, de combats que l'on mène. On mène par d'autres moyens, mais il peut arriver que ce soit le même combat que l'on mène à l'université, mais par d'autres moyens, par des moyens intellectuels et scientifiques. Et puis c'est ce qui m'amène jusqu'ici à Bucarest. Je vous retrouve. J'avais du coup justement une question sur Bucarest. Aujourd'hui on est à Bucarest, à l'Institut français, dans le cadre du programme du Collège juridique d'études européennes franco-roumaines. Pourquoi vous avez décidé de participer à une telle coopération en tant que professeur? Qu'est-ce que pour vous cela vous apporte? Mais pour moi c'est très très important. Nous sommes au cœur de la mission de l'université. Universitas, c'est l'universalisme. L'université doit être dans une position d'ouverture permanente et d'être un pont entre des sociétés, mais pour un travail en commun et pour un travail intellectuel. Et moi, le fait que Paris 1 ait des antennes, ou en tout cas que Paris 1 ait des représentations ailleurs, est un signe de vitalité à mes yeux. Et moi, je souhaitais participer à cette aventure-là. Il se trouve que j'interviens du coup ici à Bucarest, au Collège juridique franco-roumain pour les études européennes, mais que j'interviens aussi à l'IDAI, c'est-à-dire à l'Institut de droit des affaires du Caire, qui est une antenne de Paris 1 également. Et je trouve que c'est une partie excitante je dirais, de la mission qui est d'aller enseigner des étudiants, mais aussi d'aller échanger avec des collègues et de construire ainsi, je dirais, une communauté de destin avec un certain nombre de collègues et d'étudiants. C'est une part importante. Et puis, c'est une part aussi qui correspond à des envies propres. Je viens de République centrafricaine, je fais ma thèse à Paris, j'enseigne à l'université de Lomé, j'aime pouvoir échanger avec des publics extrêmement différents, rencontrer des cultures juridiques différentes, parce que ça me nourrit également. Et d'ailleurs, pendant plus d'une vingtaine d'années, les premières fois où je suis arrivé en Roumanie, ce n'était pas dans le cadre universitaire, c'était en tant qu'expert du Conseil de l'Europe, lorsqu'il y avait les programmes qui ont permis ensuite l'adhésion à l'Union européenne, qui étaient des programmes conjoints entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Et je prenais vraiment plaisir, y compris un plaisir intellectuel à cela, parce que je rencontrais des cultures juridiques différentes. Et ces échanges-là sont des échanges particulièrement riches, je trouve, intellectuellement, mais aussi humainement. Pour rester un peu sur le collège juridique et les enseignements, qu'est-ce que vous enseignez dans le cadre du Master 1 au collège juridique? Dans le cadre du collège juridique, j'ai commencé d'abord par un cours d'institution européenne en L2. Okay. Puis, actuellement, j'enseigne le droit international économique en Master 1 et puis le droit financier et fiscal de l'Union européenne. On a suivi cette semaine. En Master 2. Donc voilà les trois matières que j'enseigne ici. Du coup, vous parliez des licences, justement, pour les licences. Nous sommes en période de candidature via la plateforme Mon Master. Quels conseils donnerez-vous aux étudiants qui souhaitent intégrer ce master spécifiquement? Je les encourage d'abord. Je les encourage parce qu'ils auront ce qui, pour les Français qui sont à Paris, ils auront le contenu qu'ils ont à Paris en ayant des opportunités de tester ce que les anciens disaient de la jeunesse et du voyage, à savoir que le voyage forme la jeunesse et forge la jeunesse. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à vivre un certain nombre d'aventures de vie, prendre des risques également, sortir de ces zones de confort. Arriver dans une société pour une fois, se faire des amis,
rencontrer une culture, etc. Et rencontrer d'autres étudiants. Donc, c'est un master de haut niveau avec des intervenants qui sont... je n'ai pas besoin de faire leur publicité parce qu'on dirait que je fais la mienne propre. Mais ce qui est clair, c'est que ils suivront une formation de haut niveau dans un contexte où ils ne seront pas dépaysés, puisque c'est un institut, c'est un collège franco-roumain, et d'ailleurs, même sur la partie roumaine, je crois que le collège poursuit ce vieux fond commun, de francophonie, de culture francophone, etc. Et puis, ils se construiront, au regard de tout cela, un parcours qu'ils n'auraient peut-être pas eu l'opportunité de poursuivre s'ils étaient restés à Paris, parce que toutes ces aventures, à la fois universitaires et sociales, permettent de faire des rencontres, y compris des rencontres intellectuelles, avec des sujets et des problématiques qu'on n'aurait peut-être pas vues à Paris, ou à Rennes, ou à Nantes, ou à Bordeaux. Donc ceux qui souhaitent venir, je les encourage vraiment à venir de façon déterminée, pas seulement en touriste. Merci pour ces conseils. Alors, vu que ça fait quand même un petit moment que vous venez à Bucarest très régulièrement, pour vous, quel est le souvenir le plus marquant de Bucarest et plus généralement l'endroit que vous préférez le plus dans cette ville? Alors, si vous me permettez deux souvenirs. Le premier souvenir de Bucarest, marquant de Bucarest, c'est Bucarest même. Okay. Je suis venu en hiver, je suis venu en été, et l'hiver magnifique, c'était au temps où il y avait encore beaucoup de neige, l'hiver à Bucarest, il y a 7 ans. Et puis je suis revenu en été et je n'ai pas reconnu la ville. C'est une ville d'une verdure que je n'avais pas rencontrée en visitant différentes capitales européennes. C'est de la verdure partout, des arbres, des parcs, de très très beaux parcs. Et ça, c'est agréable, c'est très agréable et ça donne, je dirais, un cachet particulier à Bucarest. Et puis mon deuxième lieu préféré, enfin le lieu qui m'a le plus marqué à Bucarest, c'est le théâtre. Le théâtre, l'opéra-théâtre, si on peut dire comme ça. C'est un lieu qui, quand je suis entré dedans, malheureusement il n'y avait pas de concert ce jour-là, j'aurais bien aimé assister à une représentation, mais voilà mes deux lieux. Merci beaucoup. Alors maintenant que les présentations sont faites, moi je propose qu'on passe un peu à la deuxième partie de cette interview, de cette émission. Des questions un peu plus d'actualité. Moi, je voudrais tout d'abord vous questionner sur les élections européennes. Alors, le scrutin européen approche à grands pas avec les élections qui est le 9 juin prochain en France et dans les 26 autres États membres de l'Union européenne. Pour vous, ces élections sont-elles le premier tour des élections présidentielles de 2027 en France, comme l'exprime une grande partie du paysage politique français, comme la France Insoumise ou le Rassemblement National? C'est une question très intéressante. Et sur un enjeu fondamental. Et je suis un peu les élections européennes telles qu'elles se passent en France, mais telles qu'elles se passent également dans d'autres pays européens. Et je suis frappé par une chose, c'est que nous avons sans doute un changement, et pas pour le meilleur, de génération politique et de génération d'hommes politiques. L'Europe, après la guerre, s'est faite avec des hommes qui avaient une vision sur le long cours, qui a nourri un projet, qui n'est pas seulement un projet, je dirais un projet économique, qui n'est pas seulement un projet technique, mais qui était un projet humain et rassembleur. Robert Schuman, Jean Monnet, pour ne citer que les Français, mais les autres, étaient animés par quelque chose, par un projet à la fois de vie et d'humanité. C'est comme ça que je définirais l'Europe, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, moi,
centrafricain à l'origine, uniquement centrafricain. Le petit jeune centrafricain qui était dans la brousse de Centrafrique a regardé avec intérêt l'Europe, et est arrivé en Europe. Et je parle de moi, mais c'est la raison pour laquelle également l'Europe était attractive. Pour d'autres. Et s'est élargie à plusieurs reprises parce qu'il y avait un projet auquel les peuples d'Europe souhaitaient participer. Et ce projet, c'était de construire pas à pas un destin commun. Et un destin commun, je le disais tout à l'heure, pour l'humanité, parce que le projet, c'était plus jamais de guerre en Europe. Ce qui a produit l'Europe, on y reviendra peut-être avec la guerre Russie-Ukraine, ce qui a produit l'Europe, c'était la détermination de faire en sorte que le continent européen ne soit plus producteur d'un conflit qui va embraser le monde. Parce que la Première Guerre mondiale, c'était ça. C'est parti d'Europe, ça a embrasé le monde. Deuxième Guerre mondiale, c'était ça. Et ce projet-là, aujourd'hui, alors même que nous sommes dans un temps où les hommes politiques n'ont que l'Europe à la bouche, il n'existe plus, parce qu'il n'y a plus de vision politique. L'Europe en commun. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous évoquez dans cette campagne, c'est le soi national et personnel qui prévaut, et l'Europe est un prétexte. C'est pour ça qu'on présente les élections européennes comme le premier tour des présidentielles, comme le premier tour. Ça marque l'échec, pas des institutions, mais c'est l'échec d'une idée. C'est l'échec d'une idée qui était plutôt d'aller vers les autres et de construire ensemble. Aujourd'hui, on prend prétexte des autres pour se barricader chez soi. Et c'est un peu... et puis c'est aussi, si on voulait être méchant avec des politiques, mais ça fait partie du débat public, n'est-ce pas? Ça fait partie du débat public. C'est un manque inouï d'imagination politique et de créativité argumentative que de fonctionner de cette manière-là. Je le dis d'autant plus aisément que je suis à l'université et que nous les regardons, les politiques, là-bas en train de fonctionner. Mais pour revenir à la question fondamentale, me semble-t-il, ces élections européennes vont donner sans doute des députés. Ils vont donner des députés qui vont jouer un très grand rôle compte tenu du système institutionnel aujourd'hui. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on produise, que ce soit sur la base de ce type de discours nationaliste, pour aller dans des institutions européennes, mais pour promouvoir quoi? Quelle idée européenne et quel projet européen? Vous me parliez du fait que c'est pas un échec des institutions, mais moi je pense que, notamment sur le sentiment européen de la jeunesse et des Européens en général, on avait aussi ce débat sur est-ce que les Européens se sentent vraiment européens ou ils ne se sentent pas plutôt juste français, italiens, allemands. On n'a pas vraiment ce sentiment européen en soi, d'intégrer à nous. Parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais en fait, c'est devenu tellement facile, par exemple dans l'espace Schengen, alors que c'était quelque chose d'inimaginable il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est trop facile peut-être, donc on n'a pas cette conscience de il s'est passé tant de choses pour arriver à là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Alors, dire que c'est parce que c'est trop facile que ça ramène maintenant au nationalisme, ou ça ramène à soi, ça peut être dangereux, parce que c'est un des acquis, je crois, fondamental de l'Europe, de la construction européenne, que d'avoir permis que les citoyens puissent circuler librement dans cet espace-là. Et d'ailleurs, l'enjeu initial de la déclaration Schuman, vous le retrouvez dans la déclaration Schuman, l'enjeu initial, c'était ça. Okay. C'était de construire une Europe pas à pas, mais qui est fondée justement sur le rapprochement selon la méthode pragmatique, sur le rapprochement entre les citoyens. C'est en voyageant, c'est en rencontrant les autres qu'on se construit un destin commun et qu'on se construit une vision commune. Et d'où la libre circulation des personnes est vraiment le premier des maillons et le maillon essentiel de ce qui a été construit jusqu'à maintenant. Bon, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision exclusivement pessimiste. La circulation aujourd'hui, vous, jeunes par exemple,
il ne vous viendrait pas à l'esprit qu'on vous mette un obstacle ou une entrave quand vous voulez aller de Paris à Bucarest, ou si vous voulez quitter Bucarest pour aller à Prague ou dans une autre capitale européenne. Et ça, c'est rentré dans votre vie. C'est ça. C'est un élément de votre vie. Et c'est un élément qui a été un élément de conquête. Et je pense que la jeunesse, quand bien même il y a ce discours-là, nous avons des générations, et la vôtre en fait partie, nous avons ces générations-là pour qui la normalité, c'est ça. Oui, c'est ça. La normalité, c'est La libre circulation. l'absence de frontières en Europe, c'est qu'on puisse interagir, c'est qu'on puisse le faire dans un cadre de formation. Plus tard, vous vous engagerez dans l'activité professionnelle, c'est de pouvoir discuter très simplement, aller voir, tenir des réunions à tel endroit. Votre espace, j'ai failli dire espace vital, mais le terme a été tellement saturé et maltraité à une certaine époque, avant que l'Europe ne puisse venir, que je n'emploierai pas le terme espace vital, mais votre espace de vie, votre espace de construction, c'est l'espace européen. Bien sûr. Et c'est cette conquête-là. Et c'est pourquoi je pense que malgré les discours des politiques, il y a, je crois, il ne faut pas être pessimiste parce que ce ne sont pas ces discours politiques-là qui forgent l'Europe. Ils forgent une certaine conscience européenne sur le long cours. Et ce sont les crises. C'est à l'occasion des crises qu'on mesure le degré d'appartenance commune, le degré de sentiment commun, et c'est lorsqu'on commence à porter atteinte à nos droits que l'on se rend compte que ce que les anciens avaient fait jusqu'alors était quand même formidable et avait permis d'avoir des acquis aujourd'hui que vos parents n'avaient pas hier. Donc, la campagne, il est dommage que cette campagne glisse de cette manière, mais nous n'avons pas le temps ici. Je crois que c'est une évolution politique plus générale en Europe et dans le monde de la politique spectacle avec des médias sans idées, sans vision, sans proposition. Je suis un peu méchant, mais je pense que parfois, c'est sans être méchant, hein, parfois il faut employer les bons mots si l'on veut décrire la chose. On voit quand même la montée de l'euroscepticisme, un repli sur soi et une forte montée du nationalisme. On le voit en France avec le Rassemblement national qui est premier dans les sondages et je pense qu'il va faire un gros score aux élections européennes. En Italie, on a la montée de l'AfD en Allemagne. Est-ce que vous avez peur pour l'avenir de l'Union européenne ? Je suis partagé pour répondre à votre question. À la fin de la dernière question, je vous ai parlé de la génération actuelle, des générations actuelles et de leur rapport au territoire européen et de leur rapport aux autres Européens. Pour moi, c'est un élément, c'est l'élément qui permet aujourd'hui de ne pas désespérer et même d'être rempli d'espoir. Moi, je crois que l'Europe ne se dissoudra pas de cette manière-là, en tout cas pas tout de suite. Il y a dans cette génération-ci, je dirais, un socle qui saura, le moment venu, réagir. Ce n'est pas parce qu'il y a des groupes, voire des groupuscules qui sont très actifs, qui s'agitent, qui parlent fort. Ce n'est pas parce qu'ils parlent fort qu'ils ont forcément raison et qu'ils représentent les forces structurantes de l'Europe d'aujourd'hui. Et donc, il y a cet aspect-là qui fait que moi, je continue à croire dans le destin européen, mais il y a des dangers. Il ne faut pas se masquer ces dangers-là, se voiler la face. Le discours finit par entrer dans des esprits. Les esprits finissent par se structurer d'une certaine manière, par penser et par poser les actes qui correspondent aux pensées, n'est-ce pas ? Par conséquent, ces discours-là
sont inquiétants, au minimum, au minimum. Mais ils montrent aussi un paradoxe européen. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parti qui tire autant profit ou qui s'organise autant pour tirer profit de l'Europe que les partis que vous mentionnez. Il n'y a pas de parti qui se structure sur des réseaux européens systématiquement, hein, autant que les partis souverainistes, nationalistes que vous évoquez. Mais bon, c'est aussi la vie, le paradoxe. Bien sûr. Rester sur le thème des élections, les Sénégalais sont appelés aux urnes ce dimanche après une grande manifestation populaire et une décision du Conseil constitutionnel qui contrecarre les projets du président Macky Sall. Quelles sont les conséquences d'une telle décision pour vous, dans votre vision, pour le pays, la région et plus particulièrement, plus globalement aussi, le continent africain? Nous avons changé de continent, mais sans changer de sujet en réalité. Oui, c'est vrai. Sans changer de sujet, parce que ce qui se passe au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, d'une manière générale, et la crise, la mini-crise que l'on a connue, dans le temps, mais c'était une crise profonde, que l'on a connue au Sénégal, interroge aussi bien sur le plan communautaire, parce que nous sommes dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est... alors, les élections au Sénégal. Ces élections au Sénégal sont des élections uniques, je dirais exceptionnelles, qui posent des enjeux aujourd'hui aux Africains, qui posent aujourd'hui les questions essentielles qui se posent à l'Afrique. La question de la démocratie d'abord. La question de la démocratie, et il y a aujourd'hui, et y compris dans la jeunesse africaine, je dirais une ébullition d'idées contrastées, et l'Afrique est devenue le terrain de tous les discours autour du politique, notamment. Et il y a une contestation radicale de la démocratie, au nom de l'idée que la démocratie ne serait pas africaine. Et ce qui s'est passé au Sénégal est aussi à lire à cette lumière-là. Personnellement, je considère que quand on me pose ce genre d'idées, je discute. Et je commence par demander, est-ce que l'idée de liberté, l'idée de dignité et l'idée d'autodétermination serait étrangère à l'Afrique et à l'Africain? Parce qu'au fond, au-delà des élections, au-delà des institutions, la démocratie, c'est d'abord l'idée de liberté, parce qu'il faut dans une société arriver à combiner le pluralisme avec l'idée de continuer à vivre ensemble, l'idée de dignité et l'idée d'autodétermination, c'est-à-dire de se gouverner soi-même et de permettre qu'il n'y ait pas un prince et des sujets, mais qu'il y ait des citoyens qui puissent s'autodéterminer, choisir des représentants, etc. Est-ce que tout cela est extérieur à l'Afrique? Je crois que non. Je crois que non, mais simplement c'est difficile à faire vivre, parce qu'il y a des mouvements sociaux contraires. Et de l'autre côté, l'enseignement que je tire de ce qui s'est passé au Sénégal, c'est aussi un enseignement pour tous les juristes. Pour tous les juristes, et puisque nous sommes à l'université, parlons aux collègues et aux étudiants. Pour les juristes de droit public et constitutionnalistes, vous avez évoqué en posant la question la décision de la Cour constitutionnelle, et vous avez raison. Parce que c'est cette décision de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel sénégalais, qui a permis que le système résiste, que la démocratie sénégalaise résiste, et qui a permis qu'elle triomphe, parce que la démocratie sénégalaise vient de gagner une bataille qui n'était pas gagnée d'avance. Quand on regarde les autres pays qui sont autour, qui sont partis
sur la même dynamique négative, mais qui n'ont pas réussi à l'inverser. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, on pourrait en citer d'autres. Donc, vous avez raison de citer le Conseil constitutionnel à sa décision, mais je persiste à penser que si nous voulons construire une pensée juridique qui soit utile à la démocratie, il faut prendre la Constitution pour ce qu'elle est, dans son rapport avec la démocratie, et la Constitution est plus que des procédures et des institutions. La Constitution démocratique, pour moi, telle que je la vois, est un instrument vivant qui contient en son sein les différents éléments de sa garantie, en tout cas de sa protection. Et quand on pense garantie pour nous les juristes, on pense institution et procédure. C'est vrai, c'est normal. Mais il faut également prendre en compte les autres leviers qui ont fonctionné au Sénégal. Ça a fonctionné, pourquoi? Pour parler plus simplement. Nous avons dans la Constitution la garantie de la liberté d'expression. Un citoyen doit pouvoir s'exprimer. Il se trouve que dans ce pays qu'est le Sénégal, la liberté d'expression a derrière lui une longue marche. Les citoyens sénégalais l'ont gagné, leur liberté d'expression. Ils s'expriment. Et ils animent un débat public. Et ça, c'est important. Ils sont battus, ils sont descendus dans la rue. C'est important pour la vitalité démocratique. Il y a dans la Constitution la garantie de la liberté d'association. On se réunit en association, on crée des partis, on crée des structures sociales. Et toutes ces structures sociales sont adossées, du coup, à cette idée, ce droit constitutionnel. Ce sont des leviers importants pour construire des contre-pouvoirs. Okay. Et ce qui s'est passé notamment au Sénégal, c'est qu'on a vu une levée de boucliers de plein d'organisations. Ça va des partis politiques jusqu'au groupement des professeurs de droit, mais toute la société pouvait, mais c'est parce qu'en amont, la garantie de la liberté d'association et de la liberté de réunion a permis que dans cette société se sont construits des lieux de contre-pouvoir, des lieux de résistance, qui ne sont pas des lieux de résistance normalement, en temps normal, ce sont des lieux de vie démocratique. Mais lorsque ça se passe mal, ça devient des lieux de résistance. Et c'est tout cet ensemble-là qui a permis ensuite d'arriver à la Cour constitutionnelle, parce que techniquement, vous le juriste, vous le savez, lorsque une Cour constitutionnelle intervient, comme le Conseil constitutionnel sénégalais, il n'y a pas d'autosaisie. Il faut qu'il puisse être saisi par des acteurs. Et en Afrique, dans beaucoup de pays, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, la situation s'est présentée, mais le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle n'a eu personne pour le saisir. Et si une institution comme celle-là n'est pas saisie, elle ne peut pas faire le job. Et enfin, lorsqu'elle est saisie, c'est une institution, les juges constitutionnels ne sont pas placés sur Mars, ils ne sont pas coupés de la société. Oui, ils voient ce qui se passe. Et au Sénégal, il y a eu un débat d'une intensité sur le fond et sur les arguments en faveur, pour et contre, etc. Et c'est ce qui a construit les solutions et la solution qui a été adoptée par le Conseil constitutionnel et qui, du coup, a été reçue par la société sénégalaise comme la solution au conflit. Donc, vraiment, le Sénégal est plein d'enseignements. Ce qui s'est passé au Sénégal est plein d'enseignements, de la même manière que il nous interroge aussi, mais là je ne le développerai pas, sur le rapport entre justement cet élément de démocratie et l'intégration communautaire. Nous avons parlé de l'Union européenne tout à l'heure, mais il se trouve qu'en Afrique, nous avons également des dynamiques d'intégration, et que l'une des dynamiques d'intégration la plus puissante, et donc en tout cas la plus innovante, qui a été le plus loin, c'est celle de l'Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO, parce que, alors qu'en Europe, on parle d'élections, bien sûr, pour le Parlement européen, les États de la CEDEAO se sont lancés un défi plus grand encore. C'est d'inscrire dans
leurs actes fondamentaux, c'est-à-dire dans le système du traité de la CEDEAO, d'inscrire des principes constitutionnels communs à tous les États de la CEDEAO pour la démocratie et la bonne gouvernance. Et ce qui s'est passé ces derniers temps au Sénégal, bien sûr, mais aussi dans tout cet espace-là, nous a donné des sueurs froides. Parce que ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur la dynamique au sein de l'Union européenne de contestation de la construction européenne, des valeurs démocratiques, etc., on le retrouve également en Afrique. D'où, et sans que les deux soient liés, sans que les deux fonctionnent comme dans des vases communicants, je veux dire. Et vis-à-vis, là encore, du Sénégal, il y a eu comme une sorte de rebond, de rebond de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Il y a des perspectives, il faut y travailler, il faut continuer à y travailler. En tout cas, c'est une expérience qui donne beaucoup d'espoir et qui montre, et c'était important de le montrer aujourd'hui, qu'on peut résister à la dictature, qu'on peut résister à ce vaste mouvement, je dirais, d'embrigadement, à ce vaste système de modèle qu'on veut nous imposer, de pouvoir absolu, de société verrouillée, en nous expliquant que c'est la condition du développement et la condition de la libération. On était sur le continent européen, on est passé en Afrique, du coup, j'ai un sujet qui est un peu lié les deux, avec notamment la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, qui se traduit par un bras de fer aussi en Afrique, avec l'implantation de la milice Wagner de plus en plus présente en Afrique. Pour vous, le partenariat conclu par les pays d'Afrique avec la Russie est-il un partenariat à double tranchant ou une collaboration mutuellement avantageuse? Alors, moi, je crois profondément dans les vertus de la coopération internationale. Okay. La coopération internationale est une nécessité si nous voulons vivre dans un monde viable. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles elle se trouve inscrite parmi les buts des Nations Unies. La question que vous évoquez ne se situe pas nécessairement sur le bon versant, sur le meilleur des versants de la coopération internationale pour construire, si je poursuis avec la phraséologie, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque des Nations Unies, mais en tout cas avec les mots des Nations Unies et des résolutions des Nations Unies, la coopération internationale pour construire des relations amicales. Ne se situe pas sur ce versant-là. Il y a, j'ai pensé depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, née d'une atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, il ne faut jamais l'oublier. C'est une guerre d'agression, comme on le dit. Que cette guerre n'était pas locale, qu'elle était dès le départ mondiale. C'est un conflit mondial. Et en Afrique, avant même qu'on ne commence à parler des Wagner, notamment. Et aujourd'hui, d'éléments ukrainiens qui vont combattre les Wagner au Soudan, peut-être demain en Centrafrique, peut-être après-demain au Congo. Ceci, ce ne sont que des manifestations, les manifestations récentes de quelque chose qui existait déjà. La guerre est mondiale parce que la Russie, après avoir déclenché cette guerre, et après avoir subi les sanctions qu'elle a subies de la part de la communauté internationale, il y avait nécessité pour la Russie de se donner les moyens de la guerre. Et ces moyens, on a été les chercher en Afrique. Et donc,
l'effort de guerre russe depuis le début est alimenté à partir de la République centrafricaine, à partir du Mali, à partir de Madagascar, à partir d'un certain nombre de pays où se trouvent implantés les Wagner, qui disposent de permis d'exploitation du sous-sol et notamment d'or, et du Soudan notamment, et le Soudan. Et donc c'est tout cela, c'est une participation à l'effort de guerre, en même temps qu'il y a la mobilisation, par exemple, des pays occidentaux, et plus d'autres, aux côtés de l'Ukraine, il y a la mobilisation d'autres qui ne le disent pas clairement, mais qui vont donner des permis miniers à Wagner ici, qui vont autoriser, il y a des tonnes et des tonnes, ça se compte en centaines de tonnes d'or qui sortent par an pour aller vers la Russie. Mais ceci, pour moi, ne représente pas la Russie, ne représente pas, en tout cas, l'idéal que moi j'ai des relations avec la Russie, qui est un idéal de relation d'État à État. Tout ce que j'ai décrit tout à l'heure est en fait le développement d'une société. Wagner, c'est une société militaire privée. On pourrait dire une société de mercenaires, c'est une société privée. Et quand on le voit fonctionner en Afrique, c'est une société qui vient avec une sorte d'écosystème de prédation. Wagner exploite, vend ses services, etc. Et puis Wagner, jusqu'à une période très récente, était considéré par les autorités russes elles-mêmes comme étant une entité extérieure au pouvoir russe et comme étant une entité même contraire aux intérêts russes, parce qu'il s'est trouvé que dans l'autre versant de mes engagements, dans les engagements citoyens, je me suis retrouvé un jour, il y a 3 ans, devant des officiels de l'ambassade de Russie à Paris, parce que nous protestions contre les exactions des Wagner en République centrafricaine. Et ces officiels russes, il y a 3 ans, nous expliquaient que non, les Wagner, ce n'est pas l'État russe. Ce n'est pas l'État russe, qu'ils ont été là-bas parce qu'ils ont été invités par notre président, et que par conséquent, Wagner, en tant que société de mercenaires, n'aurait pas droit de citer compte tenu de la législation russe. Et pour revenir à un versant plus positif, je pense qu'il y a un avenir. Il y a un avenir qui soit inspiré de l'idée que j'exprimais tout à l'heure de la coopération internationale vers des relations harmonieuses dans la société internationale et constructives. C'est d'abord le premier pas, c'est qu'il y ait des relations d'État à État. La Russie, c'est un État, c'est un grand pays. La Russie, c'est un grand pays. Et on peut coopérer avec la Russie autour d'intérêts communs. Autour d'intérêts communs, partage d'expériences, autour de projections communes. Et ce ne serait pas la première fois. Ce ne serait pas la première fois. Avant la Russie, l'Union des républiques socialistes soviétiques avait noué des relations avec beaucoup d'États africains, avait formé une grande partie de l'élite africaine pendant les années 60, 70, voire même 80. Ce type de rapports, qui sont des rapports plus constructifs, me paraît s'imposer pour l'avenir. Et on n'en prend pas le chemin, malheureusement, mais il faut continuer à se battre pour que ce soit ce versant-là qui triomphe, celui de relations qui permettent de former la jeunesse, qui permettent de la former non pas pour aller faire la guerre, mais pour construire la paix, et pour construire une économie de paix. Je ne désespère pas que ce soit le cas, et puisque vous m'avez interrogé sur l'Afrique, aujourd'hui, ce n'est pas sur ce modèle-là que se développent les relations avec la Russie. L'Afrique développe aujourd'hui une relation avec une sorte d'ersatz de Russie, qui n'est pas un État, qui n'a pas de projet d'avenir, qui a un projet de prédation des ressources, pour pouvoir nourrir une guerre. Et je ne crois pas que notre humanité puisse supporter cela plus longtemps. Et nous avons en Afrique, et nous nous battons aujourd'hui
sur le discours qui se construit pour légitimer tout ça. Le discours de la nouvelle libération, le discours la nouvelle autodétermination, le discours de la nouvelle géopolitique de la libération, qui est fait pour masquer toute je dirais cette concentration perverse d'un projet de non-développement ou de projet de destruction. L'Afrique est en train d'être détruite là aujourd'hui. Elle n'est pas en train d'être construite avec cette coopération-là. J'espère que dans notre génération et dans les générations qui viennent, il y a des hommes de bonne volonté en Russie et en Afrique pour pouvoir regarder tout cela concrètement, sereinement, qu'on revienne à des rapports qui soient des rapports plus sains. Et ces rapports-là supposent qu'il n'y ait plus de Wagner. Et si vous me permettez, avec la difficulté suivante, qui est que sur le modèle de Wagner, on retrouve la plupart des puissances mondiales se construire leur propre Wagner. Les États-Unis aussi, j'ai entendu. Les États-Unis, vous voyez par exemple en République centrafricaine aujourd'hui, les grandes nations se battent par proxy interposé. Il y a les Wagner pour la Russie. Il y a une compagnie américaine qui vient d'arriver. Peut-être demain, il y aura une compagnie française, parce qu'il existe ce genre de proxy un peu partout, qui donne une certaine idée de la manière dont les pays hors d'Afrique, en particulier, que ce soit, et c'est indifféremment en Occident comme en Orient, les pays hors d'Afrique conçoivent leur relation avec les pays africains et la façon de le mener. Ils ne concèdent même pas la dignité aux pays africains de pouvoir venir en tant qu'incarnation d'un État pour leur parler. On se construit des sociétés militaires privées. On sait que ces sociétés-là ne vont pas fonctionner exactement comme des représentations d'État et vont peut-être commettre des exactions, vont peut-être aller plus loin qu'il n'est permis, mais comme ce sont des sociétés privées, on pourra dire « mais ce n'est pas notre État ». Et il y a quelque chose de pernicieux là-dedans. Et rien de mieux que, on va dire que je suis un has-been, mais rien de mieux que les bonnes vieilles relations diplomatiques internationales où chacun s'assume et chacun assume ses responsabilités pour le bien et pour le mal. Dernière petite question sur la situation actuellement au Congo, le voisin de la Centrafrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la situation actuelle et les facteurs explicatifs d'un tel conflit sur la durée et aussi très peu médiatisé au vu des catastrophes engendrées? Alors, le Congo, d'abord, ceux qui nous écoutent doivent comprendre que le Congo a la dimension quasiment d'un continent. Très très vaste pays, qui a été colonisé par les Belges, avec un statut d'ailleurs très très particulier. Il ne s'agissait pas seulement de colonie, il s'agissait d'une possession personnelle du roi de Belgique, qui entrait dans son domaine. Bon, de la même manière que vous et moi, peut-être vous, peut-être demain, vous aurez votre domaine qui sera votre jardin de 10 mètres carrés ou de 40 mètres carrés, pour commencer, parce que je sais que vous êtes capable de plus. Le roi de Belgique avait ce grand territoire comme possession. Bon. Puis, grand pays qui possède sans doute le sous-sol le plus riche d'Afrique, avec tous les produits miniers, tous les minerais, y compris les minerais rares, qui sont nécessaires aujourd'hui pour les entreprises technologiques, pour construire les nouveaux outils. Donc, c'est un pays avec un sous-sol si riche que
il y a, je dirais, il est devenu victime. Le pays est devenu victime à la fois de ses propres autorités, qui se sont livrées à de la prédation, mais aussi des pays extérieurs et des pays voisins. Et c'est là qu'on arrive sur le problème congolais d'aujourd'hui. Il se trouve que ce que nous craignons aujourd'hui, c'est une entrée en guerre imminente entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Rwanda, on ne va pas revenir sur l'histoire de ce pays et l'histoire du génocide, mais le Rwanda est un petit pays frontalier avec la République démocratique du Congo, qui n'a pas de sous-sol, qui n'a pas de produit du sous-sol, en tout cas pas de sous-sol riche, qui n'a pas de ressources particulières, mais qui se trouve être le premier exportateur des plus grands minerais que l'on trouve au Congo. Et le Rwanda, ce qui renvoie à l'histoire du génocide, je disais que je n'y reviendrai pas, mais il y a au moins un élément qu'il faut relever, c'est que depuis le génocide, le président Kagame, qui est arrivé, qui a été un bien pour son pays, quand on voit comment il l'a reconstruit, mais il a également décidé d'adosser sa stratégie politique et la puissance de son pays sur une économie de guerre. Le Rwanda a un effectif militaire aujourd'hui qui est sans doute un des plus grands effectifs en Afrique, et doté d'hommes, de matériel, etc., et qui participe à toutes les missions des Nations Unies en Afrique. Et le Rwanda a décidé, pour son développement, il s'est retrouvé à exploiter illégalement des minerais au Congo. Et en tout cas, pour son développement, le Rwanda s'est toujours appuyé sur le Congo et a considéré, le gouvernement de Kagame, que le Congo était important pour arriver à développer le Rwanda. C'est passé par des phases antérieures où on a tenté de prendre le pouvoir à Kinshasa. Vous vous souvenez sans doute du président qui malheureusement a été tué par son fils. Le père Kabila. Le père Kabila a été placé au pouvoir par le Rwanda. Oui. Il fut un temps où dans l'armée du Congo, on retrouvait pour l'essentiel des officiers qui venaient du Rwanda. Donc une tentative de prise de pouvoir au Congo, qui n'a pas marché, en tout cas qui n'a pas marché comme il le souhaitait, mais en tout cas dans l'est du Congo, tout l'est du Congo, il y a une zone de conflit très complexe. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça très simplement à nos téléspectateurs. Commençons par le commencement, génocide. Ensuite, prise du pouvoir. Au Congo. Non, prise du pouvoir par le président Kagame. Ok, au Rwanda. Les autres, les Hutus, déplacement de population, nécessairement, dont une partie, ils sont réfugiés un peu partout dans la région des Grands Lacs. Il y en a au Congo, mais il y en a en Ouganda, il y en a en Centrafrique. Donc, quand il y a toute guerre, ils s'installent. Ils se déplacent, ils s'installent dans l'est du Congo, donc à la frontière avec le Rwanda. Le nouveau gouvernement décide que ceux-là, ce sont des terroristes et des rebelles qui se préparent et qui ont pris le territoire congolais comme territoire de préparation d'une contre-offensive pour aller prendre le pouvoir là-bas. Va se développer, il va financer des forces non régulières qui vont combattre cela. C'est ce qu'on appelle le M23. C'est une vraie armée de mercenaires
Et pas seulement de mercenaires, c'est une vraie armée non nationale qui combat dans l'Est et qui tente de conquérir l'Est du Congo. Et qui, maintenant c'est de notoriété publique, qui est composée aussi de soldats de l'armée rwandaise régulière. Et qui en tout cas est financée par cela. Et tout cela crée de l'instabilité, crée un conflit, crée des déplacements de population, crée beaucoup de misère. Mais pendant que cette misère est en train de prospérer, la zone, ceux qui exploitent les minerais dans cette zone-là, le font impunément. Ils sortent. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où ça devient, d'abord, c'est inacceptable, mais ça devient dangereux. Et je dis souvent aux Africains, et notamment aux Africains de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs, il faut que nous arrêtions de nous payer de mots en parlant de fraternité africaine et en pensant par exemple que la prédation et l'impérialisme ne peuvent venir que de l'étranger, de l'Afrique, parce que dans les rapports entre États africains, l'expérience nous enseigne beaucoup de choses. La vraie fraternité africaine et la vraie coopération qui pourrait permettre de construire l'Afrique, on ne l'a pas. Parce qu'il y a toujours des États qui ont des intentions qui sont même parfois pires que les anciens colons, et en tout cas, peut-être pas pire, mais l'impérialisme est toujours de l'impérialisme qui vient d'Afrique ou qui vient d'ailleurs. Le colonialisme est toujours le colonialisme qui vient d'Afrique ou qui vient d'ailleurs. Et donc, ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est qu'une très vaste zone qui représente, nous sommes ici en Roumanie, dans un collège franco-roumain qui représente la France et la Roumanie réunies. Okay. Un peu moins. C'est cette zone-là, toute cette zone, qui est une zone troublée aujourd'hui, où se passent des combats. Il y a eu déjà des millions de morts dans cette région-là, depuis le début du conflit. Et qui devient, alors qu'il y a toute cette souffrance, qui devient une zone où on meurt en silence, dans le silence environnant de la communauté internationale. Comment on peut sortir de là? Comment on peut sortir de là? Il y a une voie qui est celle de la diplomatie, qui est celle des négociations et de la bonne foi. De la bonne foi des gouvernements, qui a été tentée, qui a échoué. On espère qu'elle reprenne. La guerre n'est jamais à souhaiter pour aucun peuple. Pour aucun peuple. Mais malheureusement, elle est en train de se construire aujourd'hui parce qu'il se trouve que le Rwanda a une diplomatie très active. Il est dans l'Est. Maintenant, le Rwanda se retrouve au Congo, Brazzaville, se retrouve en Centrafrique, et si vous suivez la carte, ça fait un encerclement. Et en Centrafrique, j'en sais quelque chose parce que le Rwanda a envoyé des troupes en Centrafrique pour protéger le président et pour soutenir. Et en contrepartie, il a des minerais, et en contrepartie, il a des terres. Et ces terres-là, comme par hasard, se trouvent le long de la frontière avec le Congo démocratique, une frontière très très longue qui fait plus de 1000 km. Et si ce n'est pas un encerclement, ça y ressemble beaucoup. Et ce qui veut dire que si demain, il y a une déclaration de guerre formelle là-bas, l'embrasement se fera partout en Afrique centrale, dans toute l'Afrique centrale. Et c'est pour ça que je dis que ceci n'est pas à souhaiter, parce que nous avons à construire, nous n'avons pas à détruire. Nous avons à construire entre nos différents pays, au niveau où nous sommes, au niveau de souffrance où sont arrivées les populations, nous avons à construire d'autres solutions que des solutions de guerre, y compris, pourquoi pas, sur les ressources naturelles. Sur la question des ressources naturelles, on pourrait se retrouver entre nous et voir comment on peut assurer une gestion commune. Pourquoi pas? C'est une idée comme ça, mais il vaut mieux le faire autour d'une table de négociation et dans l'entente, plutôt qu'en passant de vie à trépas des millions et des millions de personnes
et en prétendant juste après que nous sommes en train de défendre l'Afrique et que nous sommes des panafricains convaincus. On n'est pas panafricain. Le panafricanisme, pour moi, ne peut pas se faire au détriment de la vie, ou au détriment de la dignité d'un seul Africain. D'un seul Africain. Donc voilà. Merveilleux pays que le Congo, pourvu qu'il le redevienne. Merci beaucoup pour ces mots. Je pense qu'on a terminé, donc merci beaucoup.